Assis dans ce tramway bruxellois, si loin de mon île natale, La Réunion, je pense à ce monde végétal et montagneux au milieu de l'océan Indien. Un espace naturel qui m'a accompagné depuis toujours et dont j'ai tiré un enseignement de respect. Dès mon enfance, j'ai arpenté les innombrables sentiers insulaires. Très vite, tel un rituel, mes activités ludiques et exploratoires deviennent une épreuve physique et spirituelle, m'incitant à voir au-delà de mon île, jusqu'à quitter ce petit bout de terre pour d'autres horizons. C'est à Montpellier, puis à Londres, que la vie urbaine, en prise directe avec les vraies réalités du monde moderne, m'interpelle sur ce qui deviendra ma quête d'une qualité de vie en ville. Bruxelles, je la découvre seule d'abord, puis en famille. Mais d'emblée, j'arrive à conjuguer la ville et la nature dans cette grande métropole au cœur de l'Europe. C'est ici que j'ai le sentiment de pouvoir accéder enfin à un certain art de vivre. La forêt de Soignes n'est pas loin, mais elle ne se révèle à moi qu'après quelques détours par les vallons du parc Josaphat, les rivages des étangs d'Ixelles et les plaines de jeux herbacées du bois de la Cambre. Est-ce parce que je franchis une frontière invisible en courant que je sens que le sol change sous mes pieds? Celui plus rude du gazon coupé fait place à un tapis meuble et spongieux. Je lève les yeux vers le ciel et réalise que je me trouve en forêt. Une vraie forêt, grande et variée, même si les arbres dominants sont des hêtres. La forêt de Soignes est une forêt en ville pour ses habitants. Une question se pose. Quelle est la conciliation entre les deux? Suis-je donc naïf ou peut-être candide? Sûrement oui, mais cette forêt aux portes de Bruxelles mérite sans aucun doute qu'on l'interroge. C'est la montagne des Pyrénées, comme dans Belle Sébastien. Super beau. Elle a que 6 mois là encore. Elle va bien grandir. Très bien, bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le garde forestier d'ici? Non, je suis le responsable du service forestier. Ah,
Et vous avez un bel uniforme, dites-moi, vous êtes la personne chargée de l'autorité de cette... On a une responsabilité d'une part de gérer la forêt, mais également de faire respecter tout ce qui est loi pour assurer la préservation de cette forêt. Mais en même temps, on a aussi une politique d'application de cette loi qui est beaucoup plus dans un rôle d'information, de sensibilisation, pour véritablement être dans l'esprit de cette loi. Et donc, dans un premier temps, le personnel de surveillance discute avec le public, informe de pourquoi tel comportement peut être négatif ou nuisible pour la forêt. Et ce n'est vraiment que dans les cas les plus extrêmes qu'ils sont amenés à verbaliser. C'est des gens qui viennent de la ville, parce que moi je sors du tram actuellement. Ah, d'accord. Il y a 5 minutes, j'étais encore en pleine ville et je me retrouve en pleine forêt. D'accord, très bien. Ben oui, donc c'est une forêt qui est vraiment aux portes de Bruxelles. La forêt de Saint, c'est véritablement le poumon des Bruxellois. Donc il y a des personnes qui viennent pour se promener, pour faire du jogging, pour promener leurs chiens. On a véritablement une pression très très forte, d'où l'importance d'avoir également tout un service de surveillance qui soit présent en forêt pour justement assurer la protection. Mais donc à l'heure actuelle, c'est le début du printemps. On a eu un hiver assez long, assez froid, prolongé. La nature commence tout doucement à s'éveiller. On a la chance à l'heure actuelle de voir la Limone Sylvie en floraison sur de grands tapis. La jacinthe commence aussi tout doucement à fleurir. Donc c'est un très bon moment pour visiter et pour profiter un peu de tous ces chatoiements de couleurs qui sont ici en forêt. Écoutez, moi je suis juste venu me promener. C'est la première fois que je viens ici. Par où commencer ? Eh bien, venez. Accompagnez-moi. Ah ouais, je les vois là. Mais voilà. Là, vous avez déjà une belle poche de petites jacinthes. C'est un endroit en même temps qui est plus ensoleillé, donc elles sont déjà bien en fleurs. Là, par contre... Qu'est-ce que vous faites ? J'arrache... c'est un Prunus serotina. C'est une espèce américaine qui est exotique et en même temps très envahissante. Donc, si on la laissait se développer dans toute la parcelle, il n'y aurait plus que celle-là, que cette espèce-là de présente sur la parcelle, au détriment de nos espèces indigènes. Venez un peu, je vais vous montrer d'autres espèces beaucoup plus indigènes. Voilà, donc là, ici, on a 2 érables qui sont vraiment des plants de l'année passée. On a ici un plant de charme encore plus petit. Nous avons ici un jeune plant de hêtre qui est aussi 1 an grand maximum. Et alors ici un plant de châtaignier. En arrière-fond, nous avons ici un plant de chêne d'un gland qui est tombé l'année passée, donc qui a germé. Un peu plus loin, nous avons un plant de sorbier des oiseleurs, qui est une espèce qui est très intéressante et très appréciée par les oiseaux. Toutes ces essences sont des essences, mis à part le châtaignier, sont des espèces indigènes et que nous cherchons justement à favoriser pour régénérer cette forêt. Mais donc, lorsqu'on se promène en forêt, on est susceptible d'écraser tous ces petits arbres si on n'y fait pas attention. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle dans les réserves naturelles et les réserves forestières, le public doit rester sur les chemins pour éviter justement d'écraser toutes ces plantules qui se développent et qui sont justement l'avenir de la forêt. Alors, ce qui est également d'intéressant de voir ici, on a en termes de contraste, on a d'une part une plantation de jeunes chênes qui ont été plantés il y a plus ou moins une quinzaine d'années de ça, et donc qui est une plantation, donc une forêt plus artificielle, dans laquelle vient se développer une végétation naturelle spontanée. Je constate que cette forêt qui est finalement si bien gérée, on y laisse de nombreux bois morts en fait. Vous nettoyez pas tout ça ? Les recherches qui ont été réalisées ces dernières décennies ont montré et attesté que tous ces organismes qui se décomposent, qui vivent sur ce bois et qui décomposent le bois mort, contribuent justement à la santé de l'écosystème forêt. En termes de biodiversité, c'est quoi ? C'est tous des champignons lignivores qui vont se développer et permettre à ce bois de se décomposer pour retourner en humus et renourrir ainsi le sol en matière organique et en matière minérale, mais également le développement de toute une série d'insectes qui permettront à certains oiseaux de se nourrir et ainsi de contribuer au maintien et au développement de la chaîne alimentaire. Et donc il est essentiel de maintenir du bois mort en forêt pour maintenir une forêt en pleine vitalité, en bonne santé.
photographier des écureuils? Oui, les écureuils de Corée. Là, il y en avait juste un là. L'écureuil de Corée, c'est quoi comme écureuil? Ben, c'est un écureuil ligné, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez C'est la le tout ligne? petit écureuil en fait. Le tout petit écureuil, oui, qui a été malheureusement relâché dans la nature, donc qui n'est pas un indigène, puisque notre indigène, c'est l'écureuil roux, avec le petit plumet. Avec le beau panache. Exactement, oui. Ouais. Mais ici, il est beaucoup plus petit, mais... Vous en avez vu aujourd'hui des écureuils roux? Aujourd'hui, je n'en ai pas vu. Malheureusement, ils sont... Là où vous trouvez beaucoup d'écureuils de Corée, vous trouvez moins d'écureuils roux. Parce qu'ils sont un peu plus agressifs et ils les chassent. Donc, malheureusement, on en voit moins. Ok. Eh ben merci en tout cas. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voyez dans ces sentiers, ces hommes fiers, hardis, vigoureux. Le marteau pend à côté d'eux, ce sont des forestiers. Leur groupe se répand en ligne sur le flanc du coteau. Et la sombre forêt entend le bruit sourd du marteau. 80! Trembler, taillis, courber la tête. Bientôt la sera prête. 80! Baliveau, baliveau, baliveau. De midi l'heure sonne au hameau voisin de la forêt. Alors l'inspecteur donne le signal de l'arrêt. 58! L'on s'assied coude à coude au bord ou le long du chemin. Et de son sac on note son manger et son vin. Tandis qu'au repas l'on fait fête, les au loin nous répètent. Baliveau, baliveau, baliveau. À mon heure dernière, lorsque ma paupière sera fermée, je veux que l'on m'enterre sous la verte ramée. Au marbre noir d'ébène, aux lettres d'or, aux croix argentées, je préfère un vieux chêne d'un taillis tout futé. Afin que parfois à l'aurore, je puisse entendre encore Baliveau, baliveau, baliveau. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est bien ici l'arboretum? C'est l'arboretum, effectivement. Ah très bien, parce que je sors de la forêt de Soignes en fait et je viens le découvrir un petit peu. Vous connaissez l'endroit? Je connais un peu. Je suis à peu près né à côté, donc effectivement, je connais un peu le lieu. Ah bah écoutez, vous avez une très belle paire de jumelles. Vous êtes intéressé par les oiseaux notamment? C'est un peu ma passion en fait. C'est ce qui fait que je suis ici. J'ai un peu appris d'ailleurs à connaître les oiseaux dans ce coin-ci, donc c'est mon fief. Bah, si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Ah oui, très bien, on en trouve de beaux oiseaux ici. Ah, il y a des choses à voir, hein, ça c'est clair. Bon, c'est pas les oiseaux de paradis, mais c'est le paradis d'ici. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a des pics, il y a des fauvettes, il y a des mésanges. En tout cas, on 5-6 espèces de mésanges que vous trouvez ici. Oui. Ah oui. On entend des beaux cris d'oiseaux en tout cas. Mais c'est bien, je crois qu'on est à la bonne période aussi. Il suffit parfois de faire silence et d'écouter un peu pour entendre pas mal de choses. Ici, vous avez des fauvettes sur la gauche. Vous avez le pouilleux véloce qu'on entend là au loin, qui revient du fin fond de l'Afrique. C'est vrai qu'on voyage beaucoup finalement en étant dans un lieu à côté de chez soi. On est vraiment juste à côté de Bruxelles. Et au final, quelle est l'origine de cet arboretum? C'est une histoire qui remonte à
à plus d'un siècle, hein, parce qu'en fait, c'est un projet de Léopold II, qui était roi des Belges fin du 19e. Et il a eu l'idée au moment de l'exposition universelle qui avait eu lieu à Bruxelles en 1897, de créer une espèce d'ensemble rassemblant des tas d'essences végétales un peu des 5 continents, en fait. C'était ça l'idée. Et le résultat, c'est ça. Donc ça fait un gros siècle que tout ça existe sans avoir été touché par la main de l'homme, en gros. Toutes les essences sont là. Alors c'est un endroit très particulier, c'est un endroit à dominante forestière. On y trouve donc toute une série d'espèces d'oiseaux, notamment des pics. Hein. Ce que je peux faire, c'est déjà vous le montrer dans mon livre. Le pic, c'est tous ces oiseaux qui tapent contre les arbres. Exactement, exactement. Alors vous avez différentes espèces de pics ici. Ah, voilà, le piquet-pêche. Ça, c'est vraiment l'espèce classique de ce genre de forêt. Bon, c'est pas une espèce particulièrement rare, hein, mais son plumage est quand même assez extraordinaire. Ouais. Très contrasté, noir-blanc, avec ce rouge-là. Mais il y a d'autres espèces, comme je l'ai dit, il y a d'autres espèces de pics qu'on peut trouver dans la région, dont une qui est un peu l'espèce mythique que tout le monde recherche, c'est le pic noir. Alors le pic noir, c'est nettement plus grand. C'est à peu près la taille d'une corneille, 40-45 cm. Donc ça monte aussi contre les troncs, comme le piquet-pêche. Donc c'est très impressionnant. On va peut-être aller par là, parce qu'en fait, on va atteindre plus au bout sur la droite une hêtraie, et peut-être qu'on aura la chance de voir qui c'est le fameux pic noir. Hein. Et on débarque où, là? Ah, ici, on arrive dans un endroit absolument génial, ça s'appelle la Drève des Capucins. C'est une immense... sont majestueux. Oui, c'est extraordinaire. Cette espèce d'immense allée de hêtres qui a été donc plantée il y a bien longtemps. Regarde la perspective des arbres ici, c'est vraiment absolument génial. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir la géographie des lieux et d'imaginer que tout ce lieu a été imaginé il y a plus d'un siècle, quoi. Et donc ici, il n'y a aucun arbre qui a été tout ça a planté été sauvagement, en fait. Réfléchi, tout ça a été Tout est réfléchi. issu de la main de l'homme. Exactement. Bon alors, évidemment, je ne sais pas si c'est une chance, mais tu es tombé sur un ornithologue pour te parler de ce lieu. Moi, j'en aurais beaucoup appris, en tout cas. Mais tu aurais pu tomber sur quelqu'un d'autre, hein, quand tu vois. Regarde simplement cette perspective, tu vas de la gauche et tu termines là à droite, tu as plus de 2 km. Hein. Donc tu dois imaginer que d'autres que moi, d'autres que des ornithologues ont pu s'intéresser à ce lieu, notamment, et ça se confirme, hein, des magazines de mode sont venus shooter ici pour de nouveaux modèles. Il y a une banque célèbre belge qui est venue aussi faire des campagnes pour son image. Tu comprends que ce genre de lieu-là, ça assoit la crédibilité, la majesté. Enfin, regarde, l'image se suffit à elle-même. Hein. Vous avez vu depuis là-haut? Ah oui, Qu'est-ce que vous faites? c'est difficile de se cacher maintenant. Bonjour. Ça va? Vous promenez? Ça m'intrigue un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben voilà, c'est une étude d'une paroi, d'un sol, donc une coupe sous vos pieds, donc pour mieux comprendre la partie, donc le sol ou la pédologie, donc les sciences du sol. Donc, ils sont essentiels pour comprendre
l'écologie, les plantes, et aussi au point de vue, disons, l'unicité de la forêt de soigne. Donc vous étudiez le sol de la forêt de soigne? Oui, c'est un peu, le chapitre sol dans le livre de la nature. Donc, il y a des papillons, il y a des arbres, et il y a le sol, et sans ça, si vous voulez comprendre la nature, il vous faut trois choses, le climat, le sol et l'histoire. Alors, la forêt de soigne, en particulier, c'est très spécial parce que c'est un des rares endroits en Belgique qui n'a jamais été labouré. Donc, la forêt, elle est artificielle. Ouais. Ça s'est planté, mais au point de vue, disons, des sciences de la terre, aussi bien les sols que le relief et tout ça est vraiment d'origine. On retrouve même des traces qui retournent à plus de 10 000 ans, donc à l'époque qu'on appelle l'époque glaciaire. Et comment ce serait si c'était labouré? Il y aurait eu... Ben, on verrait par exemple, vous voyez la couche de surface là, qui est noire, qui fait que quelques centimètres. Donc là, ça montre que ça n'a pas été labouré au moins depuis des siècles. Sinon, la couche noire aurait été plus épaisse? Elle aurait été plus épaisse, donc avec une limite inférieure nette, donc qui correspond au labour. Et ça, c'est une trace qui reste quand même plusieurs siècles, donc dans le sol. Et on est sur quoi comme matériau ici? C'est toujours à l'origine, c'était le limon, la région limoneuse, donc de Moyenne-Belgique, là, très fertile, donc où il y a l'agriculture intensive depuis des siècles et des siècles. Mais ici, parce que c'était la forêt royale, donc grâce à ça... Elle a été préservée de ce fait. Il y avait d'abord 100 km² jusqu'à 1830 environ, et puis maintenant il nous reste 40 km² environ qui sont encore intactes. Mais les racines ne vont pas quand même uniquement dans les 30 à 40 cm. Elles descendent un minimum. Les arbres vous disent que c'est pas possible qu'ils ne vivent que là. Oui. Donc il doit y avoir quelque chose de fertile, et en effet, les racines, elles descendent là-dedans, les racines des hêtres, du chêne, elles descendent et vont à 3-4 mètres. Et là, vous avez encore le limon d'origine, la poussière, qui est encore calcaire. Ah oui. Et donc c'est grâce à ça que vous avez encore une forêt qui a un développement. C'est parce que les racines des arbres descendent à 3-4 mètres. Et là, ils sont tout contents. Ouais. Je demande toujours à mes étudiants, happy tree ou unhappy tree. Quand ils voient ici, ils disent happy tree, parce que bon, quand on voit la taille, d'ailleurs c'est connu, la forêt de soigne a une productivité du hêtre qui est une des plus élevées au monde. Donc ici, là, vous avez une coupe plus ou moins plus horizontale que sur l'autre paroi qui est plus verticale. Et on voit que ces fentes claires qui traversent le sol à partir de 30-40 cm. Donc en profondeur, ça montre plutôt un réseau polygonal, donc un genre de prisme de 25 à 50 cm de diamètre, et où toutes les traces de racines actuelles et anciennes qu'on peut voir se trouvent toutes là-dedans. Il n'y a aucune trace de racine ici dedans. Ce genre de coupe montre aussi qu'il n'y a pas de taupe ni de vers de terre, disons le lombric qui descend en profondeur dans le sol, normalement jusqu'à 1 mètre. Aucune trace de ces animaux-là qui mélangent le sol, donc vraiment c'est tout à fait intact. Donc c'est comme un bâtiment où il y a des couloirs et toutes les portes des chambres sont fermées. Donc on peut expliquer ça par un climat qu'on a connu ici, environ entre 10 000 et 11 000 ans. C'est une des périodes les plus froides, assez courte, mais donc à la fin de la glaciation. Le sol est un enregistreur de l'environnement ancien. Et encore une fois, la forêt de soigne est assez unique parce que, vu l'absence d'activité biologique qui va en profondeur, tout ça est encore préservé. Et l'ensemble, quand on voit les différents profils de sol le long des pentes, on peut dire aussi qu'on a une preuve ici qu'il n'y a eu aucune érosion, sédimentation dans le fond de la vallée depuis que les sols ont commencé à se développer il y a 15 000 ans. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut voir ici. Maintenant, si vous voulez voir les endroits où ces plantes typiques acides, donc la calune pousse. C'est loin d'ici? Non, c'est tout près, il faut juste faire le tour. Très bien, allons-y. Non, on va voir. Bien. Je vous suis. Je prends mon équipement. Je
peux vous aider à porter quelque chose? Non, ça va très bien, j'ai l'habitude. Sinon, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Voilà la morphologie, donc c'est la vallée concave, avec la tête de vallée. Amphithéâtre. De ce point de vue-là, il y a toute une série de fosses ici. Là, on est sur le plateau. Les fosses qui ont été creusées par vous ou... Oui, oui, ça a été fait par nous. Mais ça, c'est un truc spécial. Le micro-relief. Là, ici, justement, dans cette partie-ci, en 79, c'est aussi là très nu, mais depuis que beaucoup d'arbres sont tombés, disparus, donc il y a le soleil, la lumière. Et donc ici, sur le flanc sud, on a le développement de la calune, donc la bruyère. Calune à bruyère, oui. il y a toute une série. Je reconnais, voilà, ouais. qui est souvent associée Elle est pas en fleurs en ce moment. en camping, donc au sol sableux, mais en fait, c'est une plante très caractéristique pour les sols acides, donc dans les sols très acides. Donc il y a de la bruyère en forêt de soigne. Donc oui, à ce point de vue-là, ça indique vraiment un sol très acide. Elle est venue de manière C'est spontanée parce C'est que spontané quand c'est ouvert. Ça a des graines qui peuvent rester jusqu'à 60-70 ans dans le sol. C'est toujours ça en écologie. Donc s'il y a une plante qui pousse bien, s'il y a des plantes spécifiques pour le calcaire, c'est parce qu'ils supportent le calcaire. Donc ici, ils supportent l'acidité. Et ça, c'est une des plus typiques, naturelle. Et il y en a toute une série ici, sur la flanc sud. Bah écoute Roger, merci pour toutes ces explications. Moi je vais continuer ma promenade. Tu vas continuer, oui. Mais oui. Eh bien, bonne continuation. Mais oui, bonne fin de journée. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous savez où se trouve la plaine de jeu la plus proche? La plus proche, oui. Vous continuez toujours tout droit. Et Ouais. là, vous tombez sur la plaine de jeu. Merci. Au revoir. Bonne promenade. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour.
Christian, Stéphane, comment vas-tu? ça va, ça va? Tu as vu l'exploitation qui est achevée plus bas? Oui, oui, oui. Il vient juste de voir là en bas, au Blankendel, un groupe de chevreuils. Bonjour. Et il y avait des typhons Ah, avec. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bah oui, quelle rencontre fortuite. Mais oui, ça faisait longtemps. Exactement. Tu te balades dans le coin là? Bah oui, comme d'habitude. Bonjour, Bonjour. Laurent, enchanté. Christian, garde forestier. Voilà, c'est le garde forestier qui est responsable de la zone. Ouais. Et donc, si tu as des questions à poser ici dans le coin, c'est la personne tout indiquée. Ça, c'est une drève de cavalier ici? Oui, c'est une piste cavalière. Elle sert uniquement aux cavaliers et ici ils peuvent aller au galop. Sur l'autre voirie, c'est dangereux, mais ici on leur a réservé rien que pour le cavalier. C'est-à-dire que les autres utilisateurs, les promeneurs, les vélos... C'est une partie de notre métier, c'est essayer de faire comprendre que chacun, qu'on vit ensemble en forêt et que chacun a un endroit où il peut s'épanouir. Les cavaliers, ils ont certains tronçons de pistes qui sont uniquement réservés à eux. Les piétons, ils ont souvent les beaux fonds de vallée, les belles promenades comme ça. Ça, c'est uniquement réservé aux piétons. Et puis les vélos, eux, ils ont des voiries un peu plus grandes. Mais justement, oui, est-ce que c'est pas un peu cloisonner les choses que d'avoir chacun Oui, son mais espace c'est pas les mêmes utilisations en fait. il faut vivre ensemble. Dis-moi Stéphane, justement, un peu plus bas, je voyais un arbre avec une marque bleue sur son tronc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un arbre qui a été planté il y a plus ou moins 100-150 ans. C'est une zone qui est très fréquentée et donc c'était un peu pour égayer la zone. On a réalisé avec une association un inventaire des arbres remarquables sur la forêt de Soignes. Une centaine d'arbres ont été identifiés et donc on a des haies, des chênes mais également des espèces beaucoup moins courantes comme le platane. C'est le seul platane qu'on a ici en forêt de Soignes. Chaque arbre a été peint avec un carré bleu de façon à pouvoir le reconnaître. Et donc ce sont des arbres qui sont majestueux dans leur forme, dans leur taille. Et alors, ici, pas loin, là-bas, tu vois le hêtre avec toutes ces petites verrues. C'est ce qu'on appelle des loupes. On a distingué des arbres remarquables, des arbres curieux. Et donc, les arbres curieux, ce sont des arbres qui ont une particularité morphologique. Et justement, en remontant, je voyais qu'il y a une parcelle en fait uniquement de pins, recouverte en fait au niveau du sol de fougères. Comment ça se fait qu'on trouve à la fois du pin comme ça et plus des feuillus Enfin, explique-moi un petit peu comment cette diversité s'est mise en place. Très bien, mais on va aller voir ça ensemble. Avant, la laiterie cathédrale, c'était un tapis brun. Et comme elle est dégénérescente, tout doucement la lumière en dedans et on commence à avoir des tapis verts. Autre élément aussi intéressant avec la fougère dans les peuplements de résineux, c'est qu'à l'hiver, donc les feuilles vont mourir, ça va faner. Elles disparaissent complètement. Donc elles vont être tout à fait au sol, mais ça va être des endroits très accueillants pour le chevreuil. Donc le chevreuil va faire des couchettes à cet endroit-là, et donc ce qui va lui permettre de se reposer dans des endroits qui sont secs. Et ici, dans cette parcelle-ci, on a une densité vraiment importante de chevreuils. Et il y a un vrai intérêt aussi à avoir des conifères autrement que des feuillus dans la gestion d'une forêt. Pour moi, oui. Parce que les conifères vont amener d'autres animaux, d'autres oiseaux, d'autres champignons, d'autres insectes. Donc vraiment pour la biodiversité, c'est vraiment intéressant d'avoir... Pour moi, c'est le top. Okay. C'est vraiment d'avoir de tout. Pas uniquement des feuillus, mais aussi des résineux, petites, plus grandes parcelles, mais ça donne une ambiance forestière tout à fait différente. Vous remarquez vous-même maintenant que sur 10 mètres, on change de monde. Bien sûr. Ici, on a du pin, c'est du pin noir. Mais donc, à d'autres endroits, on a du pin sylvestre, on a du mélèze, on a un peu de douglas, on a également un peu de tsougat. La proportion de résineux en forêt de Soignes reste assez marginale par rapport aux feuillus. Les feuillus sont majoritaires de l'ordre de 90%, un peu moins de 10% de résineux. Et je crois qu'on est dans une diversité intéressante pour la richesse de la biodiversité. Eh ben, merci bien pour toutes ces explications. Avec plaisir. Je vais continuer ma promenade. Bon, on se reverra certainement encore au cours d'une autre de tes promenades alors. Bah, certainement. Toi, tu es régulièrement en forêt.
Bonjour. Bonjour. Vous connaissez cette bâtisse? Ah oui, oui. Vous savez ce que ça représente? C'est le château de Trois-Fontaines. Oui? Oui, d'accord, ça n'a pas l'air d'un château, mais ça l'a été. Ah, ok. Vous avez l'air de vous y connaître un petit peu, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Écoutez, je suis historien de formation et je suis secrétaire des Amis de la Forêt de Soignes, alors on met les deux ensemble. Oui, et bon, si vous voulez, je peux aller vous montrer le château. On peut le faire? Allons-y. Et donc, vous disiez que vous étiez... vous faisiez partie de cette association des Amis de la Forêt de Soignes, c'est ça? C'est ça, c'est la plus ancienne association de défense de la nature de Belgique. Oui. Elle a été créée en 1909, donc elle est plus que centenaire. Et son objectif, en fait, c'est d'exprimer le point de vue des utilisateurs de la forêt, qui est quand même une forêt périurbaine, c'est-à-dire à proximité d'une grande ville. Certains points de la forêt sont à 6 km de la Grand Place. Mais donc c'est une forêt qui est particulièrement bien située et qui est très intéressante à étudier du point de vue scientifique, non seulement pour l'étude même de la faune, de la flore et des interférences entre les uns et les autres, mais aussi parce que c'est un lieu idéal pour étudier la pollution, notamment par les automobiles. Oui. On les entend, elles sont juste derrière nous d'ailleurs. Ben voilà. Et puis, maintenant, on a les avions en prime. Aussi. Et cette pollution, évidemment, non seulement c'est une pollution chimique, mais c'est aussi une pollution sonore. Je vous propose d'entrer. Elle est fermée? D'habitude, elle est fermée, mais ici, j'ai obtenu l'autorisation de venir faire des photos. Donc, profitez de l'aubaine, que exceptionnellement, elle est ouverte. Donc j'ai la chance de pouvoir entrer sur le site du château des Trois-Fontaines alors. À ce propos, j'ai lu que la forêt de Soignes en fait avait l'intention d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si la forêt de Soignes est inscrite au patrimoine mondial, c'est évidemment pas seulement à cause du château Trois-Fontaines, mais disons que lui est quand même assez représentatif de l'intérêt patrimonial de la forêt de Soignes. Il y a le patrimoine végétal, c'est entendu, mais aussi un patrimoine historique important. Donc le château, en réalité, est composé de 3 parties. Oui. Le donjon, mais dont il ne reste qu'un pan de mur, il est cité en 1329, et pas du tout comme ouvrage militaire, mais comme relais de chasse, mais qui devait être fortifié, évidemment, vu qu'on était en pleine forêt. La partie centrale, elle, date du XVe siècle, on le sait, fin XIVe, XVe siècle, où les textes parlent à ce moment-là de la création d'une prison destinée aux voleurs de bois, aux braconniers, d'une manière générale aux délinquants plus ou moins liés à la forêt. Et alors la 3e partie, à droite de la porte, qui était à l'origine un fourni, donc pour cuire le pain, et qui s'arrêtait au rez-de-chaussée. On voit très bien la différence entre les pierres dans le bas et les briques au-dessus. Les briques du dessus provenant d'un rajout
au XVIIIe siècle. L'arrière est toujours entièrement en pierre, comme il était à l'origine. C'est ça. Voilà, on peut entrer, voir la cheminée notamment. Bah, allons-y. Oui. Voilà, je vous propose de monter pour découvrir la salle. Voilà, nous entrons dans la salle. Attention au pavement, parce qu'il date du XVIIIe siècle et qu'il y a des trous. Ouais. Et voilà la cheminée gothique, avec ses deux montants et les chapiteaux en forme de tête caractéristiques. Ah oui. Et le linteau de pierre ici, particulièrement impressionnant, qui a dû être rafistolé parce qu'il s'est fendu avec le temps. C'est incroyable cet espace en plein en plein cœur de la forêt de Soigne. Ah oui, oui, ça c'est inattendu et c'est malheureusement beaucoup moins connu que Rouge-Cloître ou Tervure, plus modeste aussi, mais c'est en même temps un beau témoin de l'histoire de la forêt. Avec ces petites fenêtres en escalier. Ah, ça c'est ce qu'on appelle des coups-sièges. Donc ce sont des sièges qui permettent de s'installer sans prendre trop de place dans la pièce. Donc ces sièges sont ménagés dans l'embrasure des fenêtres. Oui. Et alors là, ce que vous voyez là, c'est... Cette grande arche. Cette grande arche, c'est pas du tout une porte, c'est un arc de décharge. C'est un procédé utilisé par les architectes pour reporter sur les montants, qui sont soutenus par des contreforts, reporter le poids de la partie supérieure du mur, vu le poids des matériaux. Ce sont des gros blocs, des gros moellons, particulièrement pesants. Et donc ici, c'était le... C'était la salle de réunion, des troupes, disons, chargées de la défense de la forêt dans les périodes troublées. Et à partir du XVIIe siècle aussi, ça a été en principe la résidence du gruyère ou le maître des garennes, c'est-à-dire le personnage qui était chargé de protéger la faune, considéré évidemment en tant que gibier, à la disposition des ducs de Brabant, qui avaient seul le privilège de chasser en forêt de Soigne. Et la forêt de Soigne, vous sauriez m'en dire un petit peu plus sur son histoire en elle-même, Ah oui, elle a une histoire particulièrement riche, mais je propose qu'on sorte parce que c'est quand même plus agréable comme atmosphère à l'extérieur. Michel, dites-moi, racontez-moi un petit peu l'histoire de cette forêt de Soigne. Disons que pour résumer, la forêt n'a pas toujours existé. Elle est née de la dernière glaciation il y a à peu près 10 000 ans, oui, c'est ce que nous lorsque les glaciers ont reculé. Et à partir de ce moment-là, s'est développée une végétation naturelle, très mélangée, et qui va subsister dans une large mesure jusqu'au XVIIIe siècle. On en a une très belle illustration dans les chasses de Maximilien. C'est une série de 12 tapisseries qui se trouvent au musée du Louvre et qui occupent une galerie entière du musée du Louvre. Ce sont des pièces magnifiques qui comprennent entre autres des fils d'or et qui représentent magnifiquement la végétation de l'époque. Des botanistes comme le professeur de l'ULB Martin Tang ont pu identifier les espèces. Sur base de ces toiles. Ils ont pu reconnaître les espèces sur ces tapisseries et parfois même les sous-espèces pour certaines d'entre elles. Donc c'est une forêt qui, pendant très longtemps, sera avant tout l'objet de l'exploitation dans un but d'en tirer du bois, évidemment, qui était, il ne faut pas l'oublier, c'était le matériau essentiel avant l'apparition du plastique, à la fin du XIXe siècle. Donc, c'était un matériau vraiment d'une importance capitale. C'est dans cette optique-là qu'ils sont passés à une exploitation encore plus productive. C'est ce qui explique qu'au XVIIIe siècle, suite aussi à des dévastations liées aux troubles religieux, les guerres de religion du XVIe siècle, les campagnes militaires au XVIIe siècle qui se sont déroulées sur notre sol, la forêt avait quand même été pas mal endommagée. Et s'est posé la question de savoir si on n'allait pas organiser la gestion d'une manière plus systématique, plus rationnelle,
18e Plus siècle, c'est scientifique, on l'époque peut des dire. Lumières, Oui, c'est ça. c'est l'époque rationaliste. Et donc, on va organiser la gestion en ne se contentant plus d'exploiter le bois, mais en plantant. Alors, il y a toute une série d'expériences de plantation, et celle qui va s'imposer finalement dans un contexte très, très complexe pendant toute la période révolutionnaire. C'est l'espèce indigène du hêtre. C'est le système qu'on a appelé le système de Zinner. Donc, c'est un architecte de jardin d'origine autrichienne qui a contribué, entre autres, aussi au parc de Bruxelles, et qui va planter systématiquement des arbres, plusieurs essences au départ, mais très vite, le hêtre va devenir l'essence essentielle. Et donc, la domination du hêtre que nous connaissons aujourd'hui est un phénomène relativement récent. Jusqu'à la fin du 19e siècle, où là, il y a eu une double réaction. Chez les forestiers eux-mêmes, qui, à partir des années 1860-1870, reçoivent une formation technique et scientifique qu'ils n'avaient pas jusque-là. Ces forestiers veulent évidemment utiliser tout ce qu'ils ont appris comme connaissance à autre chose que cultiver du hêtre. C'est l'autre tendance qui s'est formée autour des peintres de créer donc un mouvement défendant plutôt l'aspect esthétique de la forêt. Et une esthétique plus variée que celle de la hêtraie. Ils vont converger vers le mouvement qui se développe depuis l'entre-deux-guerres, surtout après 1945, le mouvement écologique. Donc, qui attire l'attention, qui met l'accent sur le fait que la forêt, c'est un milieu de vie complexe, et ce n'est pas seulement une collection d'arbres. Alors, en ce qui concerne les promeneurs comme vous, Laurent, on a pu en distinguer 3 catégories, disons, depuis la fin du 19e siècle. Et l'historienne Claire Billen qui a fait cette distinction. Les souliers vernis, c'est-à-dire ceux qui voyaient avant tout dans la forêt un décor, en particulier les gens qui ont poussé à la création des hippodromes de Boisfort, de Groenendael. C'était pas du tout pour aller se promener en forêt, mais c'était l'occasion de parader avec leurs beaux habits, leurs beaux costumes. Pas du tout adaptés à la forêt, bien entendu, mais c'était le décor forestier qui les intéressait. Et puis, il y avait donc les esthètes, c'est-à-dire ce mouvement qui est parti des peintres depuis la moitié du 19e siècle environ, qui voulait imiter l'école de Barbizon autour de Fontainebleau, et qui avait choisi la forêt de Soignes comme lieu, comme sujet de prédilection, mais pas la hêtraie monotone, justement, au contraire, plutôt des paysages variés de la forêt. Et puis alors le grand public, qui est devenu de plus en plus nombreux au fur et à mesure que se sont multipliés les loisirs, on allait en villégiature à Boisfort ou à Rouge-Cloître, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait pas mal d'hôtels là, qui accueillaient donc un public qui pouvait se consacrer quelques jours de congé au grand air. C'est donc dans cette catégorie-là que je me situerai, moi, le promeneur... vraisemblablement, oui. Qui se balade à pied ou à vélo dans la forêt de Soignes. Le promeneur qui voit dans la forêt de Soignes un lieu de détente, mais au même titre que n'importe quel autre, que le bois de la Cambre ou n'importe quel parc, qui n'a pas la même richesse, pas du tout. Il y a la même richesse biologique, la même diversité biologique. Et c'est un peu dommage parce que ce grand public, justement, ne perçoit pas toujours la richesse que représente la forêt de Soignes pour Bruxelles. Michel, merci pour cet après-midi. Franchement, c'était très chouette d'apprendre toutes ces choses sur les amis de la forêt de Soignes, les 3 fontaines. Oui, parce que quand je peux parler de la forêt de Soignes, je suis toujours content. Voilà, moi je vais continuer ma promenade par ici. Oui. Eh bien, à tout bientôt. Peut-être une prochaine occasion. Ça va. Rencontre fortuite. Au revoir. Au revoir.
Bonjour. Ah, bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que font tous ces jeunes ici? Ici, en fait, on est sur le campus de l'École internationale de Bruxelles. Ouais. Donc, ce sont En des... pleine forêt de Soigne, comme ça. En pleine forêt de Soigne, oui. Ce sont des jeunes qui ont la chance d'avoir leur école installée sur un ancien domaine historique. Nous sommes ici dans le parc de l'ancien château Bischofsheim, qui était en fait une demeure de campagne assez importante avec un très très beau parc paysager de la fin du 19e siècle. Ouais. Et ce château, au fil et à mesure de ses vies successives, est devenu aujourd'hui un campus. Donc avec les élèves, depuis maintenant plusieurs années, on travaille sur la préservation et l'amélioration de leur cadre de vie et du patrimoine paysager du campus, mais aussi du patrimoine de la forêt. Donc on est sur des versants assez escarpés et l'eau qui s'écoule ravine et use les talus et fait en sorte qu'il y a une usure, il y a une érosion du terrain. Ouais. Et on va créer des petits barrages successifs comme tu as ici, qui vont petit à petit, avec l'eau que charrie la pente, se boucher avec les particules de sable, de terre, les feuilles et les brindilles. Ouais. Et petit à petit, ça va freiner l'eau. La terre va s'amonceler et la végétation va pouvoir repousser. On a réalisé ce type de travaux déjà l'année dernière et les résultats sont là. Et donc il y a une sédimentation qui se met en place. Il y a une sédimentation et ça permet ensuite aux fougères, à la végétation de sous-bois de s'installer. Et comme ceci, on freine l'érosion de la pente de la rivière ou du en ruisseau. travers de la rivière. Améliorer notre cadre de vie, protéger notre environnement et faire en sorte que la biodiversité revienne le plus loin possible en ville, ça passe par des gestes très très simples. Donc parallèlement à notre travail d'études, on travaille d'une façon régulière la pédagogie et je dirais l'éveil des élèves et les faire en sorte qu'ils prennent possession de leur environnement et qu'ensuite ils transmettent ce regard dans le monde entier, puisqu'il s'agit là d'élèves du monde entier. Donc leur travail aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans le sous-bois aux endroits qu'on leur désigne les branchages qui vont nous servir à monter ces petits barrages écologiques en fait. Et donc à eux d'aller dans le sous-bois se salir les mains, se mouiller s'il pleut, il ne fait pas toujours soleil, mais vivre en fait et par le travail pratique physique sur le terrain, on comprend ce qu'on est en train de faire. Et on aura aussi une sensibilité. Quand on va voir ça en se promenant en famille le dimanche en forêt de Soigne, parce que tu as dû en voir ailleurs, on comprend l'utilité. On dit, tiens, là aussi, ils ont le même problème que nous. Et ils ont appliqué la même solution. On peut peut-être aller certainement, on va aller les voir. Et voir un petit peu ce qu'ils font concrètement. Je vous suis. Allons-y. Donc tu vois, ce sont des ados et qui sont tous très intéressés. Bonjour. 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 Donc voilà, regarde, en fait, ici, ce sont les élèves qui aujourd'hui participent aux ateliers qu'on met en place. Mais le mieux, c'est de leur demander ce qu'ils en pensent. Charles, je te présente Laurent qui est promeneur dans la forêt. Bonjour. Et qui est un peu intrigué à vous voir tous. Oui, je voulais juste savoir en fait ce que vous faites concrètement. Mais là, on est en train de lutter avec des barrages contre l'érosion. Parce que l'eau, on a de l'eau qu'on récupère de la pluie qui tombe des pentes et on n'a pas envie que ça abîme la forêt. Qui vient des nouveaux bâtiments, c'est ça? Oui, exactement. On récupère l'eau et après on la stocke et après il y a un petit surplus qui descend en dehors des pentes. C'est ça. Et voilà. Et on protège ça en faisant des barrages. Et vous évitez donc, vous mettez tous ces petits barrages en travers du lit de la rivière en fait. Exactement. C'est sympa de travailler comme ça. Oui, c'est très chouette. En automne. On crée des liens et. Oui. Écoute, bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Et bon travail au prochain atelier alors. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, salut. Et dis-moi Anne-Marie, ça correspond à quoi ces piquets en bois qui sont près du bâtiment? Ça, c'est le même principe que ce qu'on est en train d'installer, donc ces petites haies sèches qui bloquent le ravinement de l'eau. Sauf qu'ici, ce sont des haies sèches qui vont un petit peu
signaler le danger, mais qui vont servir aussi d'accueil pour plein de petits micro-mammifères, des hérissons. Ah, donc elle est en des petits construction là pour l'instant. Elle est en construction. Ok. C'est l'étape de l'atelier futur qu'on va faire avec les élèves. Donc tu vois, l'histoire continue ici, on n'a pas fini. Hein. En tout cas, merci pour tout Anne-Marie. Je vois qu'il commence déjà un petit peu Oui, à pleuvoir oui, malgré c'est le l'automne. soleil. Moi, je vais y aller. Ok, bonne continuation, Merci. bonne balade. À Au très revoir. bientôt. Hein. Au Salut. revoir Laurent. Lot numéro 7, Chablis Forêt de Soigne. Mise à prix 20 000 €. « 19 800, 19 600, 19 400, 19 200, 19 000. 18 800, 18 600, 18 400, 18 200, 18 000. 17 800, 17 600, 17 400, 17 200, 17 000. 16 800, 16 600, 16 400, 16 200, 16 000. 15 800, 15 600, 15 400, 15 200, 15 000. Meneer De Klerk. Voilà, la première partie de la vente se clôture ici avec la vente de ce dernier lot. On prend une pause de 15 minutes et on entame ensuite la vente des petits bois. Merci à vous.
Alors ben voilà, en fait, pour l'instant, donc les collègues sont en train de faire un petit élagage de branches basses et une fourche qui savent atteindre avec le sécateur. Une fourche qui, justement, pourrait compromettre à la rectitude du fût. Plus tard, donc, pour avoir du bois de qualité, des fûts bien droits, les plus droits possibles. Donc, on élimine quelques branches basses un peu plus fortes et une taille de formation au niveau des fourches, afin que le chêne puisse continuer à grandir en hauteur. Voilà. Coucou Yvette. Salut. Dis-moi Yvette, ça fait maintenant à peu près 1 an que j'arpente la forêt de Soignes dans tous les sens et je sais que tu es peintre et que tu es aussi bruxelloise. Est-ce que toi aussi tu as eu l'occasion de peindre cette forêt, en tout cas de profiter de toutes ces couleurs À 16 ans, j'étais encore à l'académie et j'ai eu l'occasion de peindre à côté de mon maître qui s'appelait Prosper de Witt. Qu'est-ce que la forêt de Soignes te représente pour une peintre bruxelloise? Mais à l'automne, justement, c'est la splendeur des couleurs, la diversité des choses. Et avec ton maître, finalement, l'avantage de la forêt de Soignes, c'était qu'elle était toute proche aussi, donc vous aviez juste à prendre votre chevalet. Justement, c'était facile. On prenait le tram très tôt le matin, et puis on arrivait sur place. C'était quel tram à l'époque? Tu te souviens? C'était un vicinal, je ne sais plus. Oui, parce que moi j'ai pris le tram 44 qui prend l'allée de Tervuren pour nous arrêter justement un petit peu plus haut que le Rouge Cloître. Oui, c'est ça. Et vous parcouriez donc la forêt et pour vraiment prendre sur le vif différentes esquisses. Oui, d'ailleurs, on partait pour toute une journée. On prenait ses tartines. Hein. Et un tableau en général se fait en une journée ou... Mais une esquisse, oui, bien sûr, parce on faisait des esquisses sur place, dans le fond. Ensuite, vous rentriez à l'atelier pour peindre le tableau. Voilà. Mais pas toujours tout de suite. Hein. Ça restait quelquefois dans des fardes, dans des portoirs, comme j'appelais ça, des portoirs. Ouais. Quels sont les critères que vous choisissiez en fait pour se dire, tiens, voilà, là je vais peindre ce paysage, ce tableau, c'est vraiment le coup de cœur Oui, c'est-à-dire que c'est en visionnant ce que j'avais fait dans tous ces documents que j'avais envie de faire ça ou ça ou ça. Et donc, à part la forêt, l'eau aussi t'a beaucoup inspiré dans toute ta carrière? Oui, bien sûr, parce que j'ai toujours été subjuguée par ces reflets dans l'eau. Ça m'attirait. En forêt, il y a souvent moyen de trouver soit des flaques d'eau même qui reflètent un ciel ou si le sol est très détrempé, par exemple. Et à part les paysages et les grands formats que tu faisais, est-ce que ça t'a intéressé de faire des animaux Mais les animaux ne m'ont jamais beaucoup intéressé, parce que je trouve que c'est accessoire. C'est plus la structure des arbres, je voyais, qui t'intéressait. Et surtout l'effet. Des effets de soleil entre les arbres, la décomposition de la couleur, si tu veux. En prisme. Donc vraiment les lumières rasantes qui révèlent toutes les couleurs de la forêt, finalement. Oui, voilà.
Mais sinon, au Rouge Cloître même, tu as exposé régulièrement sur place. Oui, bien sûr. Et tu avais donc tout un public en fait qui venait te voir, mais au Rouge Cloître, c'était essentiellement des promeneurs qui passaient par là, ou alors il y avait des promeneurs, il y avait aussi une clientèle, entre guillemets, hein, parce que je n'aime pas ce mot, amateurs d'art qui m'achetaient. Des Bruxellois essentiellement? Pas toujours, non, il y a des gens de province aussi qui venaient. Et donc, à travers tes peintures, toutes ces personnes découvraient une autre face de la forêt de Soignes, avec ces différentes couleurs et ces tons différents. Oui, bien sûr. Alors, j'ai peint à toutes les saisons. Hein. Oui. Mais enfin, l'automne m'attirait spécialement, particulièrement parce que, justement, il y a tout un foisonnement de tons. Et à part ta situation de peintre, finalement, est-ce que personnellement, tu t'allais simplement te promener en forêt de Soignes? Bien sûr, parce qu'il y a l'observation aussi, qui est très importante. Le sens de l'observation. Et ça, il s'acquiert aussi en se promenant. C'est ça, tout simplement en flânant. On observe, on emmagasine. Et puis, on croit que c'est perdu, mais ça ressort un jour. Et j'espère qu'on aura l'occasion, toi et moi, d'y aller encore assez souvent. Mais oui, j'espère aussi de tout mon cœur. À l'approche de l'hiver, je pense à mon retour aux sources. Passer les fêtes de fin d'année sous les tropiques est naturel pour moi. Rien d'exotique. Mais après mon entretien avec Yvette, l'artiste, mais aussi ma grand-mère bruxelloise, j'ai envie de me fondre une nouvelle fois aux autres promeneurs de la forêt, pour jouir avec eux, et avec vous, des dernières belles lumières de l'automne. Me vient à l'esprit cette évidence. Cette forêt est en ville, mais cette forêt est une île. L'évasion est à la portée de tous nos sens. Il suffit juste de passer le pas de sa porte et de traverser la rue.
Spoorweg L-trein naar Brussel-Zuid. Spoorweg. Depuis 16 ans, je suis surveillant forestier ici sur les 800 hectares de la première brigade. Une première brigade où il y a à peu près 70 chevreuils, plus ou moins. Évidemment, ça varie d'une année à l'autre. Mais la population est stable. Pourquoi protéger les chevreuils? Parce que pour moi, une forêt sans vie est une forêt qui se meurt. En hiver, en général, ils se regroupent pour la survie de l'espèce. Donc ils sont plus alertes quand ils sont plusieurs, évidemment, pour éviter les prédateurs. De la nourriture, pour l'instant, il y en a encore, il y a les feuilles des ronces. C'est très bon pour eux. On ne nourrit pas artificiellement les chevreuils ici, mais on améliore le biotope pour eux. Parfois, les chevreuils m'acceptent. Et je peux rester parfois 1 heure en leur compagnie à les observer sans les déranger. Et ça, je trouve ça formidable. Il est important que les promeneurs tiennent leurs chiens en laisse, car je trouve régulièrement des chevreuils qui sont tués par les chiens et souvent émasculés. On peut imaginer la souffrance de l'animal avant de mourir. Ben, au bout de 16 ans, comment je les connais? Je ne leur donne pas de nom, mais je les connais et je les reconnais chaque année grâce à leur bois, qui ont plus ou moins la même forme chaque année. Et grâce à la photo aussi.
Ici, c'est un écoduc, donc c'est un passage à gibier pour que le gibier puisse passer au-dessus du chemin de fer, parce que sinon, il est un peu coincé là, avec le futur RER qui va passer.